Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter les recherches que je mène actuellement en thèse sous la direction de Anne Bau sur la ville de Cluny. C'est des travaux de recherche que j'ai entamés en 2019 et qui viennent dans la continuité d'un master déjà réalisé sur l'un des quartiers de Cluny, que j'ai réalisé entre 2015 et 2019. Oui, c'est ça, 2016, 2019, je ne sais plus. Enfin, ça fait longtemps que je suis sur Cluny. Alors, ces travaux de recherche portent plus précisément sur la compréhension de l'évolution de la ville de Cluny et notamment sur son implantation. Est-ce qu'il y a eu des dynamiques de construction particulières? Pourquoi? Qui sont les instigateurs? Et également sur la compréhension de l'implantation des corps de métier dans la ville. Donc, les premières attestations à Cluny, contrairement à l'abbaye, qui commence à être mieux cernée depuis quelques années, les fouilles mettent en évidence une occupation antique avec la découverte de plusieurs maçonneries qui s'apparenteraient à une villa qui était implantée sur le site de l'abbaye. Villa qui ensuite est réoccupée par une demeure seigneuriale et c'est la villa cluniacensis. Alors ici, il faut prendre le terme de villa non pas comme à l'Antiquité sous la forme d'un bâtiment, mais au terme de villa carolingienne qui comprend en fait toute une circonscription géographique. La villa cluniacensis qui est donnée par Guillaume d'Aquitaine pour la construction de l'abbaye, c'est la demeure seigneuriale, mais aussi les moulins, les terres alentours, enfin voilà, tout un domaine. Donc cette villa est occupée par les moines à partir de 909-910. Donc voilà, les origines vraiment de l'abbaye sont plutôt bien cernées et les découvertes apportent des précisions depuis quelques années. Mais pour ce qui est de la ville, c'est encore assez mal connu. L'hypothèse en cours placerait un premier noyau d'occupation, je ne sais pas si vous voyez, voilà, sur les hauteurs de Cluny, sur la colline Saint-Mailleul, avec autour d'une église qui porte aujourd'hui le vocable de Saint-Mailleul et qui originellement portait le vocable de Saint-Jean-le-Baptiste. Cette église est mentionnée dès le XIe siècle dans l'un des coutumiers les plus anciens de l'abbaye, le Liber Tramitis, et les fouilles menées par Anne Bau dans les années 90 ont révélé une église plutôt à caractère paroissial et datée non pas du XIe siècle mais plutôt de l'an 1000. Cette église est associée à un cimetière dont la population révèle une communauté paroissiale, ce qui suppose une occupation laïque à proximité. Donc on a également de cette occupation sur les hauteurs autour de l'an 1000 des traces d'un habitat qui ont été repérées par Gilles Rollier en 1998 lors d'une fouille de sauvetage et qui a pu mettre en évidence un habitat du Xe, XIe siècle en matériaux périssables. Donc voilà les seuls indices pour cette première occupation sur la colline Saint-Mailleul. C'est pas grand-chose, c'est assez faible pour tout vous dire. Mais les dernières recherches placeraient également une occupation au Xe siècle sur la plaine alluviale de la Garonne, donc on redescend vers la rivière qui occupe la partie basse de la ville de Cluny. Alors ici, vous avez son lit ancien et ensuite je vous expliquerai pourquoi aujourd'hui elle passe un peu plus à l'est. Et donc les fouilles menées par Erika Gauger entre 2013 et 2016 dans la maison dite des Dragons, qui se situe dans le quartier de Notre-Dame, dans la plaine alluviale, ont mis en évidence un premier habitat daté du 8e, 10e siècle. Donc, on aurait une plaine alluviale qui était vraisemblablement également occupée autour du Xe siècle, mais les indices sont beaucoup trop faibles pour privilégier un secteur plutôt qu'un autre, la plaine alluviale ou les hauteurs de la colline Saint-Mailleul. C'est difficile à dire. Toujours est-il qu'on a bien une occupation lors de l'implantation de l'abbaye. Donc, on part en fait sur une ville qui est plutôt implantée avec une installation spontanée. Au XIe siècle, l'abbaye est déjà bien implantée, elle prend son réseau, elle se densifie et évolue grâce notamment à ses premiers abbés qui sont issus des richesses de l'aristocratie et qui permettront le développement de son réseau qui prendra son apogée au XIIe siècle et qui s'étendra pratiquement sur toute l'Europe. Donc au XIe siècle, l'ensemble du secteur de la ville va être occupé, mais on ne peut pas encore parler vraiment de bourg avant le XIIe siècle.
On a 2 maisons qui sont datées de cette période et qui ont bénéficié d'une étude archéologique. La maison du 20 rue du Merle, étudiée par Bernard Fluge, et la maison des Dragons, étudiée par Erika Gauger. Donc, ces 2 maisons sont situées dans le quartier Notre-Dame, dont l'église paroissiale dédiée à Sainte-Marie est mentionnée dès 1075. Donc en fait, l'attractivité de l'abbaye et de sa richesse va faire que le bourg va se recentrer vraiment aux portes même, aux murs de l'abbaye. S'il y avait bien une première occupation sur les hauteurs de Saint-Mailleul, cette colline va être progressivement délaissée. On constatera d'ailleurs toujours aujourd'hui que le parcellaire est assez éparse. Plutôt, il va se densifier en fait vraiment dans le quartier Notre-Dame, aux portes même de l'abbaye. Ces premières maisons du XIe siècle, elles prennent un plan particulier que l'on ne retrouve pas aujourd'hui. On a pu mettre en évidence dans les fouilles que c'est un plan dit Barlon, donc en lanière, mais que les maisons, contrairement à aujourd'hui, n'étaient pas en façade, front sur rue. Elles étaient décalées avec une petite cour avant, située ici. Donc elles étaient en retrait. Ici, vous avez la restitution en fait, de la maison du 20 rue du Merle. Ici, on voit la façade du 15e, 17e siècle qui est directement au niveau de la rue, alors qu'anciennement, en 1091 exactement, elle a été datée par dendrochronologie, elle était située en retrait. On remarque exactement le même type d'organisation pour la maison des Dragons. Au XIe siècle, la maison présentait une cour avant au niveau de la rue et la façade était décalée en retrait ici, voilà, alors que la façade actuelle se situe ici. Elle a été restaurée au XIXe siècle, cette façade, et les éléments de sculpture qui lui donnent son nom, justement, avec les chapiteaux en forme de dragon, ont été remployés dans sa claire-voie. Le quartier Saint-Marcel est également occupé dès le XIe siècle, donc c'est un quartier qui est situé plus au sud-est de la ville de Cluny. Son extrémité ouest est occupée notamment avec la fondation d'un hospice Saint-Blaise dès 1075. Cet hospice est mentionné en fait dans une charte de donation par le sieur Josserand qui fait don d'un hospice pour les pauvres et les passants. Or, le seul hospice que nous avons à Cluny dédié aux pauvres et aux passants, c'est l'hospice Saint-Blaise qui prendra également le nom de Saint-Marcel, qui est situé dans le quartier du même nom, ici. Donc ce quartier est déjà occupé dans sa partie ouest, mais également dans la partie est, sous la forme d'un faubourg. En fait, l'attractivité est telle de l'abbaye qu'un faubourg va se situer sur les marges est de la Garonne, avec la fondation d'une église dès le XIe siècle par Hugues de Semur, l'église sous le vocable de Saint-Audon. Cette église est mentionnée dès 1095. Donc c'est un moyen aussi également, c'est aussi un autre sujet, mais c'est un moyen en fait pour Hugues de Semur d'implanter sa juridiction sur ce nouveau faubourg qui se crée en marge de sa ville, parce qu'il faut savoir qu'à Cluny, l'abbé n'est pas uniquement abbé, il est aussi seigneur et évêque. Sur ces terres, il a tous les pouvoirs. C'est la seule abbaye en fait où on dispose de toutes les immunités possibles et les exemptions possibles. Alors il y a beaucoup d'abbayes au Moyen-Âge qui disposent d'immunités par rapport au pouvoir de l'évêque ou aux pouvoirs royaux, mais à Cluny on concentre tout. En gros, il fait ce qu'il veut. Même pour vous dire, petite anecdote, même les marchands qui étaient destinés à venir au marché de Cluny étaient exemptés de toutes les taxes qui traversaient pour tous les seigneurs. Par exemple, le seigneur juste à côté de Berzay-le-Châtel ne pouvait pas taxer les marchands qui venaient à Cluny. Donc vraiment, il avait les pleins pouvoirs. Au XIIe siècle, cette ville va encore plus se définir. Cette fois, on peut vraiment parler de bourg monastique. Et ce XIIe siècle est synonyme de développement urbain. Comme je vous le disais, l'abbaye atteint son apogée, notamment au niveau de son étendue sur toute l'Europe, mais au niveau des pouvoirs, l'abbé est une personne très riche et qui a de l'influence à la fois auprès du roi et auprès du pape. Donc forcément, la ville également se développe. Elle se densifie dans le quartier Notre-Dame aux portes de l'abbaye, mais également dans le quartier Saint-Marcel, le faubourg se densifie. Les maisons sont désormais construites côte à côte selon un plan laniéré,
Et les façades sont désormais en front de rue. Ici, vous voyez une façade typique de Cluny avec la disposition sur plusieurs niveaux, un rez-de-chaussée dont je vous reparlerai, je crois, un peu plus tard, disposé avec une porte qui ouvre sur un escalier desservant directement l'étage qui sert aux habitations, et une grande arcade qui ouvre sur l'ensemble du rez-de-chaussée où s'étend l'activité professionnelle. Donc on peut le voir sur cette carte qui localise toutes les maisons qui ont été datées du XIIe siècle par Pierre Garrigou-Grandchamp et Jean-Denis Salvec. Donc l'ensemble en fait de la circonscription de la ville de Cluny est occupé, surtout les portes de l'abbaye. Cette carte va évoluer actuellement. Là, c'est vraiment, j'ai replacé que les données anciennes que j'exploite dans ma thèse. Je ne peux pas vous présenter une carte mise à jour encore parce que je suis en train de traiter toutes les données. C'est la constitution d'une base de données qui répertorie plus de 1300 bâtiments qu'il s'agit d'étudier, de dater, quand c'est possible, avec des observations de bâtis. Donc c'est du porte-à-porte, il faut rentrer chez les gens s'ils veulent bien. C'est pas forcément évident. Et essayer de compléter ces documents pour voir si vraiment on a d'autres maisons du XIIe siècle dans ces secteurs-là, notamment à Saint-Mailleul, plus sur les hauteurs de la colline Saint-Odile, l'autre partie du quartier Notre-Dame. Et est-ce qu'on a des implantations aussi dans le quartier Saint-Marcel? Je vous expliquerai pourquoi actuellement on n'en a pas trop. Le XIIe siècle, c'est la définition du parcellaire. L'abbaye va s'impliquer en fait dans la construction de sa ville. Le parcellaire va être défini autour de plusieurs axes, notamment 2 voies principales. La voie qui traverse d'ouest en est avec la rue du Mail, la rue Mercière, la rue Lamartine, Filatry et la rue de la Levée, qui traverse toute la ville, et sa perpendiculaire avec la porte de Paris et la porte de Mâcon. Donc ces voies principales qui mènent à Paris et Mâcon, comme porte bien son nom, et ici tout cet axe de circulation qui mène notamment vers Charolles. Et on a plusieurs axes secondaires également qui ouvrent sur les portes principales de la ville, la porte de la Chanaise, la porte Saint-Mailleul et la porte Saint-Odile. Ce parcellaire est aussi défini grâce aux travaux hydrauliques menés par les moines. Comme je vous le disais tout à l'heure, la rivière de la Grosne passait anciennement un peu plus à l'ouest dans la ville. Elle recoupait le bourg monastique composé du quartier Saint-Mailleul et Notre-Dame et le faubourg Saint-Marcel. Elle va être décalée à partir du XIIIe siècle, quand une grande digue va être construite plus au sud de la ville et qui va détourner complètement la rivière de la Grosne. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont entamé ces travaux-là ? Dès le XIIe siècle, ils ont entamé la canalisation du Médasson, qu'on appelle aussi communément le Merdasson, et il porte très bien son nom, croyez-moi sur parole, qui va contraindre dès le XIIe siècle tous les parcellaires. On peut le voir un petit peu plus précisément, on le voit bien là en fait. Tous les îlots sont installés le long de ce Médasson, et notamment l'un des axes principaux de la ville. Et pour le quartier Saint-Marcel, ils vont détourner la rivière pour alimenter l'abbaye qui est de plus en plus riche et qui atteindra jusqu'à 400 moines. Donc il faut construire de nouveaux bâtiments, il faut construire notamment des latrines, de nouveaux viviers, des bâtiments conventuels, et tous ces bâtiments doivent être alimentés en eau. Donc il a fallu irriguer en fait et construire des canalisations qui desservaient l'abbaye. Et c'est en détournant cette rivière qu'ils ont canalisé tous les bras en fait, de la Grosne. Donc c'est la rivière de la Chaîne, le canal dit de la Boucherie et l'écluse qui reprend sensiblement l'ancien tracé de la rivière de la Grosne qui permettent l'alimentation de l'abbaye. Mais qui permettent aussi le rattachement de ce faubourg Saint-Marcel au bourg monastique constitué de Saint-Mailleul et de Notre-Dame. Donc, dès le XIIe siècle, ces travaux sont entamés sur le Médasson, qui porte le nom de Merdasson parce qu'il récupère les eaux usées. Alors, c'était du tout à la rivière. Aujourd'hui, c'est censé être du tout à l'égout. C'est toujours du tout à la rivière. Les branchements ne sont pas forcément faits. Et ces canaux, comme ils ont contraint les parcellaires, j'ai choisi de mener des prospections depuis 2022 dans ces égouts pour essayer de les dater un peu plus précisément. On a vu qu'on a des maisons qui sont datées du XIe, on a vu qu'on a des maisons qui sont datées du XIIe, mais est-ce que ces canaux ne sont pas plus anciens ?
C'est les questions que je me suis posées. Et j'essaye aussi également de dater les canaux du quartier Saint-Marcel pour voir si c'est vraiment autour du XIIIe, XIVe siècle que ces canaux ont vraiment été construits. Et le but était aussi de repérer toute trace liée à l'artisanat, liée à l'eau. Donc ce canal du Médasson, contrairement à ce qu'on pensait, il n'a pas été canalisé d'un coup au XIIe siècle. Non, il a été construit en plusieurs fois. On a pu observer plusieurs types de constructions. Alors là, comme vous avez deux photos, des voûtes surbaissées avec des gros arcs doubleaux. Ici, on a des voûtes plein cintre avec des joints creux. On a des endroits, des plafonds bétonnés parce que c'était des parties à ciel ouvert. On a d'autres endroits où nous avons des voûtes en arête. C'est vraiment des types de constructions complètement différents qui viennent s'adosser les uns aux autres. Donc, ce qu'on arrive à définir, c'est que ce Médasson a été canalisé au fur et à mesure de la construction de la ville. Donc, dater ces différentes constructions permettrait de dater les différents quartiers, vu qu'ils traversent toute la ville d'est en ouest. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas vous donner vraiment de datation précise, parce que les analyses sont en cours. Ah, 5 minutes, ok, il faut que j'accélère. Parce qu'on a fait des relevés, la topographie est en cours de traitement, et les datations également des mortiers sont en cours d'analyse avec des prélèvements de charbon qui ont été faits sur tous les tronçons de constructions différentes. Pour ce qui est de la rivière de la Chaîne, nous l'avons traversée en canoë à cause des risques de gaz et notamment de H2S et de dépôts boueux qui est très, très important. Vous avez une petite photo de notre expédition ici. Ce canal, contrairement au Médasson, lui a été canalisé d'un seul tronçon. On a un seul type de construction et c'est le même. On n'a pas vraiment de rupture et de césure dans le bâti. Donc on a fait aussi quelques prélèvements de charbon qui sont également en cours d'analyse. Mais ce qu'on peut voir pour le quartier Saint-Marcel, et ça vaut aussi pour le canal de la Boucherie et de l'Écluse, c'est qu'on a des constructions assez homogènes, assez différentes également de celles qu'on peut observer dans le Médasson. Donc, on aurait vraiment la canalisation de tous ces canaux, comme on le pensait pour le coup, dès la construction de la digue autour du XIIIe siècle. Ce qui nous conforte aussi dans cette hypothèse, c'est qu'un diagnostic qui a été réalisé par Gilles Rollier dans le secteur des tanneries où passait anciennement la Groune n'a révélé aucune occupation antérieure au XIIIe siècle, XIVe siècle. Logique, puisqu'il y avait encore la rivière à ce moment antérieurement. Ce que nous avons pu aussi remarquer, c'est une implantation raisonnée des corps de métier dans la ville. Alors là, ça passe par l'étude de toutes les maisons de Cluny, donc plus de 1300 maisons, comme je vous le disais, qui sont polyvalentes, avec un étage pour les habitations et un rez-de-chaussée pour la partie professionnelle. Les corps de métier des propriétaires de maisons sont mentionnés sur tous les plans terriers de Cluny, dont le plus ancien est du XVIIe siècle, et les actes notariés également. On a un ensemble de plus de 20 registres rentiers qui sont conservés aux hospices à l'Hôtel-Dieu de Cluny, qui nous permettent de nous renseigner sur plusieurs maisons de la ville de Cluny, sur les corps de métier et qui sont datés du XIVe au XVIIIe siècle. Donc l'étude de tous ces rentiers qui se présentent sous cette forme nous donne à la fois le nom et le prénom des propriétaires de ceux qui payent la rente, leur corps de métier, la localisation du bien assujetti par la rente et parfois sa description. Et parfois on a même tous les tenanciers, les propriétaires qui se sont succédés. Ça c'est encore dans le meilleur des cas. La méthode régressive me permet, en épluchant tous ces documents, qui s'étalent donc du XIVe au XVIIIe siècle, d'avoir tous les corps de métier qui se sont succédés. Mais comment les replacer sur le cadastre actuel? Parce que forcément, dans un rentier, ce n'est pas marqué que c'est la maison du 2 rue Saint-Marcel. L'objectif est de recouper les informations entre les rentiers et les plans. Pour ceux du XVIIIe siècle, les plans du XVIIIe siècle me fournissent le nom du propriétaire que je retrouve dans les rentiers. Et en remontant le fil comme ça, j'arrive à localiser en fait tous mes documents. Ce qui me permet en fait de comprendre que le quartier Saint-Mayol regroupe principalement
des tailleurs de pierre et des vignerons, ce qui est assez logique parce que nous sommes situés sur les hauteurs de Cluny et à proximité immédiate de toutes les parcelles agricoles, mais aussi des carrières de calcaire, notamment la carrière des Moines, qui est située un peu plus au nord. Pour le quartier Notre-Dame, situé donc vraiment aux portes même de l'abbaye, nous avons plutôt tous les métiers liés à la juridiction, à la justice, les officiers de justice, les médecins, les aubergistes et des boulangers. Donc tous ces corps de métier qui sont en lien étroit en fait avec l'abbaye. Et quant au quartier Saint-Marcel, qui est un peu plus en périphérie, nous avons tous les métiers malodorants et salissants, qui lui vaudra le nom, le qualificatif de quartier des puanteurs. Pourquoi ? Parce que ce sont des métiers qui nécessitent un apport direct à l'eau. Donc, comme on l'a vu juste avant, on a la rivière de la Chaîne qui traverse tout ce quartier, également la rivière de l'Écluse et le canal dit de la Boucherie. Donc, on avait en fait tous les métiers de boucher qui étaient, donc ce sont les bâtiments roses qui sont situés dans ce quartier. Les tisserands qui nécessitaient à partir du XIVe siècle, on a beaucoup de métiers à tisser qui sont liés à des moulins, à des systèmes hydrauliques, les blanchisseurs et également les tanneurs. L'implantation donc de ces corps de métier est en cours. Pour l'instant, là, je vous présente juste un plan de la localisation de ceux-ci dans le quartier Saint-Marcel. Et la méthode régressive nous permettra de proposer pour toutes les époques une évolution des corps de métier sur le temps long et voir si on a la même implantation en fonction des époques. Donc en conjuguant toutes les données archéologiques, archivistiques, topographiques, enfin un peu tout, on parvient progressivement à dessiner comment la ville de Cluny s'est implantée, quelles ont été les dynamiques de construction en fonction des époques, l'implication des moines, qu'on voit bien notamment avec la construction de son système hydraulique, qui a permis l'émergence notamment du quartier Saint-Marcel. Et l'application de ces méthodes permet également de comprendre comment la ville a évolué et comment se sont implantés ces corps de métier sur le temps long. Donc, merci pour votre attention. J'espère avoir été assez claire. Donc, toutes les données juste que je vous ai données pour les corps de métier, pour l'instant, ce sont pour les périodes les plus récentes, pour le 15e jusqu'au 18e siècle, que je vous ai présenté des horizons les tailleurs de pierre à Saint-Ailleul et tout ça. Là, je suis en cours d'analyse pour les périodes plus anciennes. Merci Clarisse. Y a-t-il des questions, des remarques dans la salle ? Oui, d'abord. Vous avez employé le mot ville pour les 8e et 9e siècles. Oui. On ne peut pas dire que la ville soit préexistante à l'abbaye. C'est plutôt un habitat rural. Oui, c'est ça. On ne peut pas employer le terme de bourg ou de ville avant le XIIe siècle, vraiment. Là, c'est un habitat éparse, en fait, oui. Antérieur à l'abbaye. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai parlé d'occupation spontanée. François. Merci pour cette très belle présentation. Je trouve qu'il fait un lien assez saisissant avec ce qu'on a vu ce matin dans le secteur de la Gentois. Alors ma question va poser sur les artisans. Tu as mentionné des corps de métier qu'on aimerait bien en archéologie gallo-romaine identifier de façon un peu plus nette parfois. Mais je me suis demandé où sont les métiers du feu, parce que je n'ai pas vu de forgeron, de potier dans ce que tu as mentionné. Alors est-ce qu'ils sont ailleurs ou est-ce que c'est des choses que tu es en train de traiter ? Alors, pour tout ce qui est forge, j'ai quelques mentions. Les métiers de la métallurgie, on en a quelques-uns, mais c'est peut-être 1 ou 2 mentions que je vais avoir. Ce qui est intéressant au niveau des potiers, c'est que j'en ai aucune dans toute la ville, alors qu'on sait qu'il y a une production de céramique à Cluny, notamment pour le XIVe siècle, mais j'ai aucune mention de potiers. J'ai mention de beaucoup de tuileries qui sont situées à l'extérieur de la ville à partir du XVIIe siècle, mais pas avant. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est des métiers qui sont pas... Après, mes rentiers ne donnent pas des informations pour toutes les maisons de Cluny, forcément, parce que ce sont que les rentiers des hospices, de l'hospice Saint-Blaise qui sont conservés. Tous les documents de l'abbaye ont brûlé. Et toutes les archives de la ville ont également brûlé. Donc il nous manque en fait beaucoup de données.
Merci. Une autre question? Une dernière, non? Bon. Merci Clarisse. Merci. Merci à tous.